commencer ma présentation avec cette image qui illustre bien le scénario du changement climatique et de la situation du patrimoine dans ce contexte hostile et perturbant. Il faut agir, c'est clair, tout le monde, dans tous les pays, la France, l'Europe, à l'échelle planétaire. Où on en est avec la gérance de cette action. Est-ce que les pays sont en phase? Voilà, c'est la question que je me pose. Mon discours parle bien de l'Europe. Alors je vais comparer plusieurs pays par rapport à leurs outils réglementaires. Je vais parler de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suisse. Et à la fin, je poserai la question des conditions pour une rénovation énergétique dans le respect du patrimoine. Quelles sont les conditions pour avoir une rénovation authentique? Alors, au niveau global, je fais un petit tour autour des contextes. Donc, on a l'échelle de l'ONU qui est créée en 1992 à Rio, une convention cadre qui a institué des COP, dont on parle beaucoup ces temps-ci, et donc on parle notamment de Kyoto, et il y a des accords. Paris, c'était l'année dernière, et l'année prochaine, ce serait Marrakech. Donc c'est des conférences annuelles. L'Union européenne réagit à cette politique, notamment avec le paquet énergie-climat dit les 3x20, en 2005, donc on en a déjà parlé, c'est le 20%. Et en 2014, il y a aussi un produit concernant le système d'échange de quotas d'émissions qui sert aussi pour relancer l'économie européenne par la croissance verte. Donc on parle bien aussi de l'économie dans le contexte de l'énergie. Les directives européennes qui sortent de cette réflexion, il y en a 3 que je vais développer plus précisément. La première, donc il y en a 2 qui ont été publiées en 2010, donc c'est 2010-30, elle est sur l'indication, elle concerne le système d'étiquetage uniforme relatif aux produits. Elle parle de mesures en vue de réduire la consommation d'énergie essentielle des produits, notamment les isolants, et pour venir à la même année, une directive 2010-31 sur la performance énergétique des bâtiments. Elle vise notamment les bâtiments neufs. Les bâtiments officiellement protégés et les lieux de culte profitent d'une dérogation, mais aussi les constructions provisoires, les sites industriels, les ateliers, les bâtiments agricoles non résidentiels et les bâtiments résidentiels utilisés moins que 4 mois par an ou les bâtiments d'une superficie inférieure à 50 mètres carrés. Donc, 2 ans après, il y a la directive de 2012, et c'est notamment cette directive qui fait l'objet de l'actuelle loi transition énergétique, et donc on sait bien que les directives européennes servent aux pays de traduire ces directives en loi nationale. Alors, dans la directive de 2012, les dérogations sont moindres parce qu'elles visent l'ensemble du parc immobilier, et les cas de dérogation sont
uniquement les bâtiments officiellement protégés et les lieux de culte et les bâtiments de l'armée ou des gouvernements centraux qui servent à des fins de défense nationale. Et cette directive, elle parle aussi, elle a pour but de lever les obstacles sur le marché de l'énergie. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte une multitude de diagnostics qui ont l'air identiques. Donc les diagnostics, c'est un assemblage de diagnostics de plusieurs pays européens qui ont l'air d'être identiques, mais qui ne le sont pas en fait. Malgré, je ne l'ai pas dit, mais il y a une directive, la directive de 2010, qui dit qu'il faut uniformiser cette démarche en Europe. Alors, c'est pas tout à fait fait, c'est pas tout à fait acquis. La loi française, pour faire un petit tour, il y a deux parties qui sont visées, la construction neuve et la réhabilitation. Et dans la construction neuve, on est dans un système de RT. Avant, il y avait la loi du 13 juillet 2005 et la loi Grenelle II, mais la réglementation thermique 2012 crée donc ce Thibaut qui l'a déjà présenté, qui vise les bâtiments neufs et propose des exceptions qui ont été déjà proposées. Et dans la réhabilitation, il y a maintenant la loi transition énergétique pour la croissance verte, donc de 2015, et celle-ci, elle répond notamment à la directive 2012-27. Alors, elle représente une nouveauté car elle a une approche globale. Elle intègre dans les différents chapitres la réhabilitation de tous les bâtiments existants et crée une relation avec autres sujets qui sont en lien avec l'énergie, le transport, le gaspillage, l'économie circulaire, donc le recyclage, l'énergie renouvelable, la sûreté nucléaire, la simplification des procédures et pour finir, la coordination de l'action publique. Alors cette loi crée une obligation pour tous les bâtiments de rénover de manière thermique les façades, les toitures et les installations énergétiques. D'une manière générale. Donc il y a un décret d'application dont on a déjà parlé, qui est actuellement en phase de discussion, où un projet de texte a été publié en décembre, mais qui Alors, j'ai un problème technique. Parce qu'on est sur la première slide depuis le début. Pardon. C'est moi qui dois lancer le... J'ai appuyé sur la flèche. Ah, il y a... C'est ça. C'est avec ça. Oui, mais ça ne marche pas. Stéphane? Carrément. Stéphane, peut passer au slide suivant? Oui, vas-y, essaye. Vas-y. Ah, non? Après? Voilà, c'est bon. Ça y est. Ok. Enchaîner, hein. Oui. Si c'est possible. Donc j'étais là, sauf... Voilà, ça a l'air de marcher. Donc j'ai parlé de la loi et le projet de décret qui est déjà, comme on l'a entendu, plus qui manque un peu d'actualité parce que
c'est en cours. Et comme on l'a entendu déjà, un problème était que la justification des notes argumentées qui sont demandées pour les 3 cas qui créent la dérogation pour les bâtiments, pour l'intervention, rédigée par un homme de l'art, ça posait un problème parce qu'effectivement la question est qui est l'homme de l'art, dans quel contexte il intervient, est-ce que c'est vraiment un moyen d'animer et de convaincre un propriétaire d'investir dans la réhabilitation de son bâtiment. Voilà, donc je reprends avec les dérogations qui font l'objet du projet de décret qui est actuellement en phase de discussion et on a donc jusqu'à août 2016 de faire le point dessus. Et on a 3 cas qui peuvent donc faire l'objet de déroger à l'obligation d'intervenir, donc à part les bâtiments monuments historiques et en secteur sauvegardé et en périmètre de protection. Donc si on cible maintenant les bâtiments qui ne sont pas protégés, donc on a les bâtiments où la rénovation thermique présente un risque de pathologie liée à l'isolation, ou un problème de financement, ou en troisième partie, un risque de dégradation manifeste de la qualité architecturale. Alors le problème, c'est que ces justifications doivent être argumentées et rédigées par un homme de l'art. Et le problème, c'était qui est cet homme de l'art ? Est-ce que c'est un contexte favorable pour animer l'intervention d'un propriétaire, d'un pétitionnaire ? Donc actuellement, je vous montre un exemple qui est à Avignon, un bâtiment de Pouillon, une rénovation thermique qui s'inscrit complètement dans la situation juridique actuelle. À gauche, c'est la partie du bâtiment qui n'est pas encore retravaillée, améliorée, entre guillemets, à droite, par les résultats. Donc c'est ça le risque, en fait, de la loi. Si l'encadrage n'est pas contrôlé, on risque de perdre la qualité du cadre de vie. Et on va peut-être là, donc on est bien isolé, isolé par l'extérieur, mais où on est avec la qualité architecturale, est-ce qu'il n'y a pas une certaine uniformité par les ITE qui vont se produire, et par ce genre de travail où il ne s'est pas clair qu'est-ce qui se passe avec le recyclage du produit, de matériaux d'isolation. Il y a quand même la perdition énergétique sur le bâtiment, mais aussi la question, si on regarde la photo en bas à gauche, est-ce que c'est le seul moyen d'éviter la montée des eaux et sauver la planète? La grande photo montre une intervention à Vienne. Donc je quitte un peu la France, qui je pense a bien été déjà présentée par mes prédécesseurs, et j'entre donc dans la comparaison des pays européens. Ils font comment? Est-ce que c'est mieux ailleurs? Comme on peut constater, pas forcément, parce que le problème existe partout en fait. L'isolation thermique par l'extérieur, elle mange le patrimoine, elle couvre même dans des conditions techniques, et là je fais discutable et même parfois mauvais, parce que on commercialise un matériau et on intervient sur des bâtiments où une compatibilité entre le matériau de la construction et le matériau de l'isolation n'est pas donnée, mais comme on fait comme le voisin, on détruit pas seulement l'aspect esthétique, mais on nuit aussi à la construction du bâtiment. Alors, la loi autrichienne, contrairement à la France,
Les 3 pays que je vais vous présenter par la suite n'ont pas créé une loi à part, donc la loi de transition énergétique. On reste dans le cadre d'une réglementation thermique qui intègre, comme la loi transition énergétique, les directives, mais qui reste qui reste quand même générale, globale sur l'ensemble, sur tous les types de bâtiments. Et on protège les bâtiments par des dérogations. Des dérogations classiques, monuments historiques. Alors en Autriche, c'est particulièrement réduit aux bâtiments officiellement protégés au titre de monument historique. Il y a d'autres pays où cette réduction n'est pas donnée. En Autriche, on a aussi donc des réglementations fédérales de la construction, et notamment, je voudrais bien vous parler d'une réglementation, celle de Vienne, où le pétitionnaire propose un projet de rénovation thermique, et l'architecte conseil du service peut insister de déroger, à s'inscrire avec ce projet dans un système de dérogation. Donc le pétitionnaire doit revoir son projet dans un esprit de protection. Et là, on est à peu près à l'inverse de ce que le décret qui a été publié en décembre 2015 a proposé. Alors, est-ce que c'est maintenant la solution si l'État ou si un service municipal demande la dérogation à l'isolation thermique par l'extérieur notamment? C'est discutable. Donc là, on a un projet à Vienne qui a fait ce parcours de validation. On voit à droite un peu les interventions. Donc, il s'agit d'un bâtiment du 19e siècle qui a une nouvelle destination, donc un logement. Les architectes sont des projets de qualité qui sont publiés et qui sont bien connus, mais qui interviennent avec une autre culture que celle qui respecterait le bâtiment et même la connaissance des codes de l'architecture, peut-être. Alors, ce qui a été fait, c'est que la partie centrale a été détruite et remplacée par un noyau de circulation et des logements neufs, avec un complexe ITE, donc isolation thermique par l'extérieur. Et la partie ancienne, il y a une isolation thermique par l'intérieur. Mais on est quand même intervenu de manière radicale, donc regardez le traitement des encadrements de baies. Alors, je reviens à la question, si l'État impose la dérogation, c'est pas toujours pour du bon. Ici, un autre exemple à Vienne, c'est une maison de la Werkbund Siedlung, donc de 1932, des maisons type qui sont créées dans le cadre d'une exposition d'habitat. Et ces maisons de 1932 sont actuellement en rénovation thermique. Et je vous présente 2 maisons, la maison de Gerrit Rietveld et une autre maison de Josef Hoffmann, qui sont déjà rénovées avec une amélioration de l'économie d'énergie signifiante. Et tout ça sans isolation thermique par l'extérieur. Donc il faut dire aussi que là, le suivi par le Bundesdenkmalamt, donc la direction fédérale du monument historique, a été plus forte. Et on a donc fait une amélioration juste en travaillant sur les surfaces horizontales, les menuiseries, le système de chauffage et en quelque part et les traînages, donc le contact avec le sol.
Donc on a eu ici, par exemple, dans le cas de la maison Gerrit-Rietveld, une amélioration de 95 kWh par mètre carré par an. Et on est à 122,11 kWh par mètre carré par an au niveau du classement, du diagnostic. Et je reviens à ces axonométries qui montrent un peu ce qui se passe, à quel endroit on perd le plus d'énergie. Alors, premièrement, si on voit les deux illustrations en haut, on constate que on n'est pas tout à fait d'accord sur les valeurs. À gauche, les toitures, c'est 21%, à droite, c'est 30%. Donc, il y a un désaccord. Mais ce qu'on voit, c'est que l'énergie part pas forcément par les murs, mais par les toits, la toiture et par les planchers. Je reviens à Vienne. Donc, c'est ça le résultat de la restauration de maison de Werkbund, de Rietveld. On peut constater que on a bien conservé l'esprit de la maison de 1932. On a travaillé aussi avec des verres plus épais et des verres thermiques de Pilkington. Le poids, toutefois, a causé donc une menuiserie la menuiserie en guillotine n'était plus possible, certainement par le fait que le poids du verre est plus important. Mais sinon, on a bien conservé l'aspect de l'immeuble. Et ici, la maison de Joseph Hoffmann, là, on a eu un gain de 161 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est énorme. Donc, on est quand même seulement à 131, donc on est quand même loin des 80 ou de 50 kWh par mètre carré par an. Ici, on a appliqué une double fenêtre par l'intérieur. Vous voyez, donc on ne craint pas des interventions contemporaines. Ici, une image donc il s'agit bien de cette grande baie de la cage d'escalier. En Allemagne, on a, comme en Autriche, un système de réglementation thermique qui d'ailleurs en phase d'être revu par une réglementation thermique 2016. Et dans cette réglementation thermique, et pour ce qui concerne le diagnostic de la perdition énergétique, de la performance énergétique, on intègre l'énergie grise. Donc, on intègre la production, la transformation, le transport des matériaux, ce qui n'est pas le cas en Autriche, par exemple, et même pas en Suisse. Et on crée une dérogation des exigences pour les bâtiments officiellement protégés et pour les bâtiments à caractère remarquable. Et en 2016, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé quand même une obligation d'isoler toutes les toitures pour les bâtiments à température minimale de 19 degrés et utiliser plus que 4 mois par an. Alors, est-ce qu'on peut se dire tout va bien avec la dérogation des exigences pour les bâtiments à caractère remarquable? On est sauvé, les bâtiments anciens peuvent vivre. Écoutez, non, pas forcément. Ici, on est à Hambourg, c'est le Cityhof. Ici, une photo de 1950. C'est un bâtiment classé ou protégé au titre de monument historique. Ici, comme il se présente aujourd'hui, et ici, un projet de réhabilitation thermique. Le propriétaire, donc c'est le Sénat de Hambourg, qui gère à la fois la réglementation et tous les bâtiments protégés au titre de monument historique, a décidé de démolir les bâtiments. Parce que la réhabilitation thermique semble trop compliquée. Il y a certainement aussi un enjeu esthétique.
une mise en question des critères de classement, mais malgré la réglementation thermique, malgré le fait que le bâtiment pourrait être réhabilité au niveau thermique, c'est un projet, un processus en cours. Les bâtiments vont peut-être pas pouvoir, ne seront pas conservés. Et pour venir en Suisse, comme en Allemagne et comme en Autriche, un système de réglementation thermique qui propose également des dérogations. Alors, en Suisse, on a donc une loi confédérale et des lois cantonales sur l'énergie. Il y a une certaine indépendance par rapport à chaque canton. Et la loi date de 1999. Donc vous voyez que les directives européennes, on est loin de 2012. Et je vais vous montrer deux exemples. Une école de pédagogie curative à Zurich. En haut, avant les travaux, c'est le même bâtiment. Donc, toutes les discussions concernant la belle 20e siècle, on voit quand même une certaine liberté, une certaine un non-respect. Regardez la question de menuiserie, les matériaux. On est passé dessus, en fait. Malgré la réglementation, l'architecture protégée ou non protégée, elle est transformée, elle est adaptée. J'ai dit ça juste pour m'intégrer dans ce discours, mais peut-être c'est pas faux non plus. C'est la question, grand débat sur l'architecture du XXe siècle. Mais il existe aussi ces exemples. Donc là, il y a une photo qui est mal découpée, mais ça montre la cité de Lignon à Genève, une réhabilitation thermique ou une réhabilitation générale qui respecte l'architecture, les matériaux initiaux. C'est le laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l'architecture moderne qui est intervenu grâce à l'ouverture du propriétaire qui a permis d'intervenir de manière plus respectueuse et qui montre aussi un peu le résumé ou la conclusion de ma présentation. La rénovation thermique, c'est une question d'engagement. Donc si le propriétaire, si les pétitionnaires ne sont pas engagés, motivés, il n'y aura pas d'intervention de qualité qui respecte toutefois le patrimoine. Les exemples, donc la France, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse le montrent d'une manière assez claire. Il faut motiver les propriétaires d'intervenir, de procéder avec un architecte et d'utiliser les outils qui existent, mais il faut les rendre accessibles. Et c'est à l'État de rendre ces outils accessibles, de créer un accès à une manière de faire qui protégerait la qualité du cadre de vie de nos villes. Et je veux terminer avec cette photo qui montre qu'il faut entrer dans un discours, dans une discussion pour trouver les compromis et les manières de faire pour protéger le patrimoine non protégé.
Merci pour votre attention.